Bienvenue dans Secrets de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. On est à la fin d'un entretien d'embauche, le courant est plutôt bien passé, les questions principales ont été posées et on sent que la conversation touche à sa fin. Et c'est là que le recruteur se penche un peu en avant et pose la question presque rituelle. Avez-vous des questions? La fameuse question. La fameuse question. Et la plupart des gens voient ça comme une simple formalité, un dernier tour de piste avant de se dire au revoir. Et c'est précisément là que se commet une erreur que les sources qu'on a analysées qualifient de monumentale. Monumentale, carrément? Oui, ce n'est pas une formalité. C'est le dernier acte de la pièce et il peut compter pour 30% de la décision finale. C'est énorme. 30%? 30%. C'est le moment où un candidat qui était bon devient inoubliable ou à l'inverse redevient juste un CV parmi d'autres. C'est énorme. C'est presque un tiers de l'évaluation qui se joue sur ces quelques minutes. Exactement. L'objectif de notre discussion aujourd'hui est donc très clair. On va déconstruire ce moment, on va voir pourquoi on se trompe presque toutes et tous sur sa nature, et surtout, on va fournir un cadre de réflexion pour que cette question ne soit plus jamais subie, mais qu'elle devienne une arme stratégique. Voilà. Après ça, impossible de l'entendre de la même manière. J'en suis convaincu. D'accord, alors entrons dans le vif du sujet. Tout le monde sait, ou presque, qu'il ne faut pas répondre « Non, tout est clair, merci ». Le piège est donc plus subtil. Si l'erreur n'est pas seulement de se taire, où se situe le vrai problème? Le vrai problème, c'est une mauvaise lecture de la situation. Ce n'est pas un simple question-réponse, c'est un test. Oui, un test qui évalue 3 choses bien précises. Le niveau de préparation réel, la curiosité intellectuelle et surtout la capacité à se projeter dans l'entreprise. Le recruteur ne demande pas « avez-vous besoin d'une information ?», il demande en fait « montrez-moi comment vous pensez ». Et j'imagine que les sources, elles pointent du doigt des erreurs très classiques qui révèlent justement un mode de pensée qui n'est pas le bon. Exactement. La première, la plus flagrante, c'est de poser une question dont la réponse se trouve en 2 clics sur le site de l'entreprise. Ah oui, le classique. Le classique. Depuis quand existez-vous? Quels sont vos produits phares? Ça, c'est un carton rouge direct. Ça ne communique pas un manque d'intérêt, ça communique une forme de paresse, en fait. Un manque de respect pour le temps de l'autre, peut-être. C'est ça, un manque de respect pour le temps de l'interlocuteur. C'est le b.a-ba de la préparation, en somme. Mais il y a une autre catégorie d'erreurs, peut-être plus insidieuse. Je pense aux questions sur le salaire, les congés, les avantages. Ce sont des informations essentielles, après tout. Est-ce vraiment une erreur d'en parler? C'est une excellente question parce que c'est une zone grise. Bien sûr que ces informations sont légitimes. Le problème, ce n'est pas le quoi, c'est le quand. Le timing. Le timing. Poser ces questions lors d'un premier entretien, c'est envoyer un signal très clair. Ma motivation principale, c'est ce que je vais recevoir, pas ce que je vais apporter. C'est comme aller à un premier rendez-vous et demander tout de suite « Alors, quels sont tes défauts et est-ce que tu gagnes bien ta vie ?» Ça casse un peu l'ambiance. Ça casse complètement la dynamique, oui. On montre qu'on est là pour prendre avant de donner. La transaction avant la relation, précisément. Et il y a une dernière erreur, plus technique, plus subtile, que les articles soulignent, poser des questions fermées. C'est-à-dire, Des questions qui n'appellent qu'un oui ou un non. par exemple, Y a-t-il des possibilités de formation? la personne répond oui. Et fin de l'échange. C'est une occasion manquée de créer un vrai dialogue, quoi. Parfait. Le terrain des erreurs est bien délimité. On sait ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, la partie la plus intéressante, comment on transforme ce champ de mine en opportunité. Voilà. Les documents qu'on a étudiés convergent vers 3 questions types qui apparemment changent complètement la donne. Commençons par la première. La première question, c'est quels sont les principaux défis que votre équipe rencontre en ce moment? Ce qui est puissant ici, c'est le renversement de posture. Comment ça? On n'est plus un candidat qui demande des informations. On se positionne instantanément en consultant, en partenaire qui cherche à comprendre les points de friction. Je vois l'idée, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça paraisse un peu arrogant? Comme si on se voyait déjà résoudre les problèmes du manager avant même d'être embauché? C'est un point crucial. La tonalité est tout aussi importante que les mots. Il ne faut pas la poser comme un défi, mais avec une curiosité sincère. On peut l'enrober un peu,
Par exemple. Par exemple, pour que je puisse bien me projeter dans le rôle, pourriez-vous me parler des challenges prioritaires ou des objectifs clés pour l'équipe dans les mois à venir? On passe d'une logique de « qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi » à « aidez-moi à comprendre où je pourrais vous être le plus utile ». D'accord, je vois. L'intention est différente. L'impact est double. D'abord, ça démontre une maturité professionnelle assez rare. Le recruteur voit quelqu'un qui pense déjà en termes de solutions. Et ensuite, la réponse obtenue, c'est une mine d'or. Mhm. J'ai vu un candidat faire ça brillamment. Le manager a évoqué un problème de fluidité entre deux services et le candidat a pu immédiatement rebondir. Ah, c'est très intéressant. Dans mon poste précédent, on a fait face à un blocage similaire. Voilà l'approche qu'on a adoptée. Ah oui, là l'entretien change de nature. Complètement. Ça s'est transformé en séance de brainstorming. Le candidat n'était plus évalué, il était déjà en train de travailler. Il est passé de l'autre côté de la table en quelque sorte. C'est très fort. Et une fois qu'on a identifié le problème, comment on montre qu'on est la personne taillée pour le résoudre? J'imagine que la deuxième question s'attaque à ça. Exactement. La deuxième question, c'est à quoi ressemblerait le succès pour la personne à ce poste après 6 mois? Si la première question identifie le mal, celle-ci définit la guérison. J'aime bien l'image. Et elle est redoutablement efficace pour une raison qui est avant tout psychologique. C'est-à-dire? Elle force le recruteur à faire ce qu'on appelle une projection mentale. En répondant, il ne décrit pas seulement un poste, il commence inconsciemment à visualiser le candidat en train de réussir. Ah, c'est malin! Il s'imagine dans 6 mois se disant « on a bien fait de choisir cette personne ». Ce processus de visualisation crée un biais de confirmation positif. La candidature devient plus concrète, plus réelle dans son esprit. Et pour le candidat ou la candidate, c'est une feuille de route hyper claire. C'est une feuille de route. On ne parle plus de mission vague, mais d'indicateurs de performance clairs. On sait sur quoi on sera jugé. Ça enlève toute l'ambiguïté. La troisième question, elle semble d'une nature très différente, plus personnelle. Oui, l'introyen, c'est Tung. D'un point de vue personnel, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de travailler ici? Alors, celle-là, elle peut surprendre. Certains pourraient la trouver un peu trop... Familière, familière. c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça ne risque pas de sonner un peu lèche-botte ou de mettre la personne en face mal à l'aise? C'est un risque si c'est mal amené, bien sûr, mais posée avec une sincérité authentique, elle est extrêmement révélatrice. L'objectif, c'est de sortir du discours corporate pour toucher à l'humain. On inverse les rôles? On inverse les rôles pendant un instant. Le recruteur n'est plus un évaluateur, il doit vendre son entreprise, mais sur un plan personnel. Et sa réponse, surtout sa spontanéité, est un véritable détecteur de vérité sur la culture d'entreprise. On cherche les signaux faibles. Absolument. Si la personne répond tout de suite, avec un grand sourire, en parlant de la collaboration, des projets, de l'autonomie, c'est un excellent signe. Et si elle hésite? Si elle hésite, si elle cherche ses mots, et qu'elle finit par sortir une platitude du type c'est une entreprise leader sur son marché, on a une information tout aussi précieuse. On vient de déceler un écart entre le discours officiel et la réalité vécue. On jauge l'authenticité en fait. C'est ça. On voit si les valeurs affichées sur le site sont réellement incarnées au quotidien. D'accord, on a donc ce triptyque très puissant. Les défis, le succès, la culture. Mais j'imagine que les appliquer bêtement, comme un script, serait contre-productif. Ce serait même une erreur. Un développeur junior ne va pas poser les mêmes questions qu'une directrice financière. C'est là que la véritable compétence entre en jeu, non? L'adaptation. C'est le point final et le plus important. Mémoriser ces questions, c'est utile, mais comprendre le cadre de décision qui se cache derrière, c'est ce qui fait toute la différence. La véritable intelligence situationnelle, c'est l'art de l'adaptation. Et les sources identifient des clés pour cette adaptation? Oui, 3 variables clés à prendre en compte. La première, c'est l'interlocuteur. À qui on parle? Voilà. Prenons la question sur les défis. Si on est face à un responsable des ressources humaines, on ne va pas parler de défis techniques, on va l'adapter. Du point de vue RH, quel est le plus grand enjeu pour attirer et retenir les talents? On lui parle de son monde. Et face au manager direct, face au manager opérationnel, le futur N+1, on sera beaucoup plus précis. Concrètement, sur tel projet, quel est le principal obstacle que l'équipe doit surmonter ce trimestre? Et si on rencontre un futur collègue, on peut être encore plus direct. Honnêtement, quelle est la partie de notre quotidien qui mériterait de plus d'être améliorée? Même intention, mais 3 déclinaisons complètement différentes. Exactement. C'est très clair. La deuxième clé, le secteur d'activité. Les réalités ne sont pas les mêmes. Dans une start-up de la tech, adapter la question sur le succès pourrait donner, au-delà des métriques produits, comment mesurez-vous le succès en termes de réduction de la dette technique?
Ça montre qu'on connaît leurs enjeux. Et dans un grand groupe industriel en transformation, la même question deviendrait: comment ce poste contribuera-t-il concrètement aux objectifs de la feuille de route stratégique 2025 ? On montre qu'on a compris l'échelle, le contexte. Poser une question qui intègre le vocabulaire et les priorités du secteur, c'est un autre niveau. Et j'en déduis que la dernière variable, c'est le poste lui-même. Précisément. Le niveau du poste, c'est le dernier filtre. Un candidat junior qui pose des questions sur la grande stratégie du groupe, ça peut paraître un peu déconnecté. Le positionnement concurrentiel, les budgets, l'autonomie. Logique. Par exemple, quelle sera ma marge de manœuvre pour faire évoluer le périmètre de l'équipe et ses objectifs ? Adapter ces questions à son niveau, c'est prouver qu'on a déjà compris les contours de son futur rôle. Si on devait synthétiser tout ça, l'idée de fond, c'est que ce moment des questions n'est absolument pas une conclusion. Non, c'est tout sauf une conclusion. C'est un mini-entretien inversé où le candidat prend le lead pour démontrer sa valeur. C'est exactement ça. Il faut passer d'une posture passive de personne évaluée à une posture active de partenaire potentiel. Chaque question posée est un miroir, en fait. Un miroir, ouais. Oui, un miroir qui renvoie une image de notre façon de penser, de notre maturité et de la valeur que l'on peut apporter. On ne demande plus « est-ce que je peux avoir ce job ?» On démontre « voici comment je conçois déjà ma contribution à vos problèmes ». Le choix qui se dessine est donc assez binaire finalement. Soit on continue de voir ce moment comme une politesse, avec le risque de laisser une impression neutre, d'être un CV parmi d'autres. Ce qui est le cas le plus fréquent malheureusement. Soit on utilise ce cadre pour se différencier, pour marquer les esprits et prendre une option décisive sur le poste. Et cela soulève une dernière pensée, qui est peut-être la plus importante. Si les réponses obtenues grâce à ces questions stratégiques révèlent une culture toxique, des défis insurmontables, un manager sans vision, alors le véritable pouvoir de ce moment n'est pas seulement de décrocher un job. C'est de se donner les moyens de refuser le mauvais job. C'est un outil pour soi, avant tout. Absolument. La plus grande victoire que ces questions peuvent nous offrir, c'est parfois la clarté et la confiance nécessaires pour dire non, merci, et continuer à chercher un environnement où l'on pourra vraiment s'épanouir. L'entretien est une évaluation mutuelle. Voilà, et ces questions sont le meilleur outil pour mener sa propre évaluation. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.